journée. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-13 en Normandie. Au sommaire de ce journal, encore et toujours AIM. Les salariés des abattoirs industriels de la Manche sont à côté de Saint-Lô, à la coopérative Cap 50. Ce midi, nous allons retrouver Stéphanie Vinault en direct dans un instant. Et nous serons également sur ce plateau avec l'avocate des salariés, maître Élise Brandt. À Val-Frambert, près d'Alençon, l'ouverture de l'ère des gens du voyage. Enfin, serait-on tenté de dire après des années de polémiques et de recours. Quand trop cher pour le transport étudiant, c'est en tout cas ce que dit le syndicat étudiant UNEF qui a lancé une pétition sur le net pour protester contre le coût des transports dans l'agglomération. Nous recevrons Morgane Hainaut de l'UNEF tout à l'heure. Nouvel épisode dans le feuilleton AIM donc. Les salariés des abattoirs industriels de la Manche sont en ce moment à côté de Saint-Lô, à Saint-Ébremont de Bonfossé, au siège de la coopérative Cap 50. Que veulent-ils exactement? Stéphanie Vinault, vous êtes en direct sur place avec Joël Amar. Oui, bonjour Laurent. Alors les salariés sont environ 150. Ils sont arrivés en bus depuis Sainte-Cécile. Ils ont réussi à franchir sans trop de problèmes les grilles de Cap 50. Et aussitôt, ils ont planté des croix en plastique sur la pelouse. Et ils ont aussi lancé des œufs sur la façade du siège de Cap 50. Et puis ils se sont aussi amusés à dégonfler les pneus des véhicules encore présents. Alors ils sont assez remontés, mais quand même l'ambiance est assez pacifique. Et écoutons tout de suite, je vous propose Aurélie Bas-Leroy, qui est déléguée syndicale CGT. Aujourd'hui, si on est venu ici, c'est parce que voilà, nous, dans la situation que se trouve l'entreprise, c'est de leur faute. C'est eux qui ont siphonné l'entreprise, qui ont volé les salariés. Donc aujourd'hui, voilà, nous on a demandé à les voir plusieurs fois. On les a vus là récemment quand même. Mais quand on leur dit qu'ils ont pas adapté les quantités produites par rapport aux quantités vendues, et qu'on n'arrive pas à revaloriser ce qu'on achète, ils nous disent que c'est pas vrai, qu'on est des menteurs. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est leur faire comprendre, c'est que nous, ce qu'ils ont pris aux salariés d'AIM, il va falloir qu'ils redescendent l'argent. Alors à leur arrivée, les locaux de Cap 50 étaient complètement fermés et donnaient l'impression d'être vides. Mais très vite, ils ont aperçu le directeur du site qui a accepté de sortir et de discuter avec eux. Il va recevoir une délégation de 3-4 personnes. En attendant, les salariés sont en train de préparer un pique-nique. A priori, ils ont prévu de passer la journée ici, tandis que certains de leurs collègues sont toujours aux abattoirs près de Villedieu pour tenir le piquet de grève. Merci beaucoup Stéphanie, en direct du siège donc de la coopérative Cap 50 dans la Manche où se sont rendus les salariés des abattoirs industriels de la Manche AIM. Bonjour maître Élise Brandt, vous êtes l'avocate de ces salariés d'AIM. Alors c'est un dossier à multiples entrées. Vous avez porté plainte contre Cap 50 hier. Pourquoi vous avez porté plainte contre la coopérative? Je n'emploierai peut-être pas immédiatement le terme de dépôt de plainte, mais nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avons alerté monsieur le procureur de la République sur un certain nombre d'éléments qui n'ont pas manqué de conduire la société AIM en redressement judiciaire. Alors quels sont ces éléments? Alors je pense que c'est très simple à comprendre. Vous savez, quand vous achetez des productions et qu'ensuite vous les revendez, vous ne pouvez pas les revendre à perte. Ça s'appelle du dumping et si vous les revendez à perte, il est certain que vous conduisez l'entreprise à la ruine. Il s'avère que pendant des années, notre actionnaire, qui est aussi notre fournisseur principal de marchandises, eh bien, nous lui avons acheté ces porcs à un prix largement supérieur à celui du marché. Et ce prix ne se retrouve pas au moment de la vente de la marchandise transformée. Les membres du comité central d'entreprise ont sollicité la communication d'éléments comptables et l'examen des éléments comptables sur les 4 dernières années seulement font apparaître une perte de 22 millions d'euros, ce qui est considérable. Alors ce qu'on a un petit peu de mal à comprendre, c'est si les faits sont avérés, si l'instruction se poursuit, quel est le bonus pour Cap 50? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Alors Cap 50, n'oubliez pas, est une coopérative d'éleveurs. Donc, lorsque l'éleveur vend son cochon, il le vend à un prix largement supérieur au marché. Donc, c'est de l'argent qui revient, si j'ose le dire, directement dans la poche de l'éleveur. Donc, on favorise l'élevage au détriment de l'activité industrielle. Et je crois que dans une telle collaboration entre une coopérative et un abattoir, il faut qu'il y ait des droits équilibrés entre les éleveurs et bien évidemment la collectivité des salariés. Alors on sent les salariés très remontés, on le voit encore ce matin à Saint-Ébremont de Bonfossé, au siège de Cap 50, très remontés, même s'il n'y a plus d'offre de reprise après ce qu'on a appris hier, le retrait de l'offre de Cloménil. J'ose vous démentir, car le vrai problème du dossier, quel est-il? Il y a des dossiers où les entreprises sont en redressement judiciaire et il n'y a pas de repreneur.
Pour l'activité d'AIM, il y a des repreneurs. Il y a des repreneurs qui, pour le site de Sainte-Cécile, sont prêts à reprendre 298 salariés, ce qui est évidemment considérable puisqu'il y a 400 salariés. Le problème aujourd'hui, c'est que ces repreneurs ont jeté l'éponge parce que les exigences de l'actionnaire CAP 50 sont beaucoup trop importantes. Avant de pouvoir se mettre autour de la table avec CAP 50, il faudrait que le repreneur fasse un chèque de 6 millions d'euros à CAP 50. Ce n'est pas possible. Il faut aussi qu'un repreneur puisse négocier un contrat de fourniture satisfaisant et équilibré pour l'ensemble des parties. Aujourd'hui, ce que l'on reproche à CAP 50, il faut bien que vous compreniez que c'est un grief qui n'est pas formulé à l'encontre des éleveurs, parce que CAP 50, c'est quelques personnes qui sont à la direction et qui dirigent. Eh bien, ces quelques personnes ont une vision très restrictive du dossier et refusent de se mettre à la table des négociations pour essayer de trouver un accord équilibré. Comment voulez-vous que les salariés acceptent d'aller pointer à Pôle emploi alors qu'on sait que des solutions industrielles sont possibles et que la vraie difficulté, c'est que CAP 50 ne veut pas les étudier. Le vrai problème, il est là. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Maître Brand, d'être venu dans ce journal. On suivra évidemment la suite de ce dossier d'AIM, des abattoirs industriels de la Manche. Je rappelle que vous êtes l'avocate des salariés d'AIM. L'autorité de la concurrence à la chasse au cartel du yaourt. Révélation de nos confrères du Figaro aujourd'hui. 4 groupes laitiers, dont Cénoble et Lactalis. 3 industriels, dont les maîtres laitiers du Cotentin, et 3 PME sont accusés de s'être entendus entre 2006 et 2012 pour se répartir le marché des produits laitiers frais. Dossier complet sur cette affaire à découvrir sur le site internet de France 3 Basse-Normandie. Une mobilisation historique selon l'intersyndicale des postiers qui sont en grève aujourd'hui. Elle annonce 75% de grévistes parmi les facteurs de Basse-Normandie. Et nous en parlions déjà hier midi. La cause de ce mouvement, c'est l'instauration par la direction d'une pause dite méridienne de 45 minutes non rémunérée. Nous avons déposé un préavis de grève illimité sur la région pour revendiquer le fait qu'on ne veut pas de la nouvelle pause méridienne imposée par la direction Basse-Normandie, puisqu'elle va imposer 45 minutes de pause obligatoire en campagne pour les facteurs pour se restaurer. Nous avons monté cette intersyndicale pour revendiquer le fait que les facteurs ne veulent pas de cette pause méridienne obligatoire. On sait qu'on a des collègues qui pourraient être volontaires sur ces horaires-là, mais beaucoup trop peu pour imposer le rouleau compresseur que la direction est en train de mettre en place. L'ère des gens du voyage est désormais ouverte à Val-Frambert, à côté d'Alençon. C'est l'aboutissement d'un long feuilleton. Une deuxième ère plus modeste doit même entrer en service aujourd'hui. Un projet qui a mis 6 ans pour aboutir en raison des polémiques et des recours qu'il a suscités. Jérôme Ragnaud et Damien Mignot. C'est peu dire que l'ouverture était attendue par les premiers intéressés. Mets ta mère là, parce que la Christine va être là et puis la Kinou là. Avec 30 places disponibles, on supposait par avance que ce terrain de Val-Frambert, aux portes d'Alençon, allait rapidement afficher complet. On a les 2 tiers de faire en une demi-heure. Vous allez faire le plein ? Ça va être plein ce soir. Donc après, on ouvrira Arcenay après. Et puis après, ça sera à la communauté urbaine de décider ce qu'ils font du reste. 30 caravanes, soit une quinzaine de familles en moyenne. Une famille aux ramifications, parfois étendues. Bah là, ça va être ma belle-mère, mes 2 belles-sœurs et des cousins, des cousines. Un peu de la famille. Le contrat, c'est une durée d'installation de 3 mois maximum, renouvelable 2 fois, soit la durée d'une année scolaire afin de faciliter la fréquentation des écoles environnantes. À première vue, les lieux séduisent les nouveaux occupants avec le confort indispensable à disposition. Oui, c'est bien installé, c'est pas dangereux pour les enfants, pour la route, c'est bien. Maintenant, on aura les toilettes, les douches, c'est ça qui est bien. Ah, c'est ma belle-mère. Le maire de Val-Frambert, en sa qualité d'élu de la communauté urbaine d'Alençon, a travaillé à l'aboutissement de ce projet chaotique et parfois mal perçu par les riverains. Mais ça, c'est du passé. Il plaide aujourd'hui pour que le vivre ensemble devienne la norme. Nous sommes tous des hommes et des femmes d'une société, de cette société humaine. Il y a des différences de culture, certes. Il y a des différences de point de vue, certes. Nous devons être tolérants, accepter la différence, même si quelquefois elle fait peur. Avec ses 2 terrains et ses 38 emplacements, Alençon obéit enfin aux contraintes de la loi en matière d'accueil. Mais on a le sentiment que la demande reste plus forte encore et qu'il faudrait déjà songer à augmenter la capacité. Voilà pour cette nouvelle ère d'accueil des gens du voyage. À côté d'Alençon, nous recevons notre deuxième invité, Morgane Hainaut du syndicat étudiant UNEF. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoints. Vous avez lancé sur le net une pétition contre le prix des transports dans l'agglomération caennaise pour les étudiants, prix trop élevé selon vous. À ce jour, combien vous avez recueilli de signatures ? J'ai regardé hier soir, on était à 2329 signatures, donc c'est vraiment une grosse participation. Ça représente
Tu as un petit peu plus de 10% des étudiants qui sont inscrits à l'université de Caen. Oui, c'est ça. Sachant que la participation des élections, pour les élections des représentants usagers est largement inférieure à celle-ci. On peut considérer que plus de 10% de participation, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment plaisir aux étudiants. C'est quelque chose qui leur manquait. Pourquoi est-ce que vous avez lancé cette pétition sur le net ? Alors aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les étudiants sont quand même dans une précarité après qu'ils aient payé leur loyer. Il leur reste quand même très peu d'argent pour pouvoir se nourrir et pouvoir se déplacer. Le transport à Caen, c'est le 3e poste de dépense pour les étudiants. Et quand on sait que 32 € par mois, c'est le prix de l'abonnement pour les moins de 26 ans et que c'est plus de la moitié, enfin c'est presque un quart de ce que les étudiants pourraient... c'est un quart de leur budget, on se dit que c'est quand même assez conséquent. Et quand on regarde dans d'autres villes universitaires, il y a des tarifs étudiants. Donc, par exemple, il y a à Toulouse, c'est 10 € par mois. À Marseille, c'est 18,30 € par mois, ce qui est quand même énormément moins qu'à Caen. On se dit que c'est quand même une dépense sur laquelle on peut agir. Alors, qu'est-ce que vous demandez aux responsables de Caen-la-Mer ? Quelle est votre doléance ? Oui, alors nous avons rendez-vous avec eux à 14h30 juste après, où on va leur exposer notre pétition. Et en fait, ce qu'on demande, c'est un demi-tarif étudiant à partir du tarif moins de 26 ans et l'intégration du tarif VEOL dans le dispositif étudiant. Et vous avez, j'imagine, déjà pris quelques contacts avec eux, notamment avec Rodolphe Thomas, qui est en charge, le maire d'Hérouville-Saint-Clair, qui est en charge des transports à l'agglomération. Est-ce que vous sentez une oreille réceptive, on va dire, et plutôt favorable ? Je sais que l'université de Caen a pris déjà contact avec Rodolphe Thomas et qu'ils sont au courant de ces difficultés financières pour les étudiants. Et donc, justement, on va pouvoir en parler un peu avec lui tout à l'heure. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Morgane Hénaud de l'UNEF, d'être venue dans ce journal. Merci à vous. Au Salon de l'Agriculture, à la porte de Versailles, à Paris, félicitations au Canet Stassi 16. Il a 27 ans. Et il a remporté hier le titre très prestigieux de meilleur ouvrier de France dans la catégorie charcutier traiteur. Il n'y a donc pas que le concours général agricole au salon. Reportage de Jean-Baptiste Patier avec Jean-Michel Guillot. Direction le concours du meilleur ouvrier de France, charcutier traiteur. Le thème cette année, la charcuterie fashion. Objectif, allier tradition et modernité. Parmi les 6 finalistes sur les 37 inscrits à l'origine, Stassi 16, 27 ans, originaire de Caen. Avant la promulgation des résultats, poignée de main avec monsieur le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Et moment de stress partagé avec sa femme et son fils. Avant la délivrance, après 3 jours de travail en coulisses. Stassi 16. C'est la consécration. Donc c'est le travail accompli de toute une vie. Donc. Ah là c'est vraiment du bonheur, c'est exceptionnel. Hein. Je m'y attendais pas. C'est vraiment un moment que auquel je vais essayer de profiter. Un titre en or, mais aucun cadeau. C'est un concours de l'éducation nationale. L'ambition de Stassi, employée aujourd'hui, créer sa propre affaire un jour avec sa femme. Un mot de sport, c'est dur pour les hockeyeurs de Caen, les Dracars qui sont engagés, vous le savez, dans la phase de play-down en Ligue Magnus. 2e défaite hier soir à Lyon, 6-2 pour les Canets. Les Normands sont donc menés 2-0 dans cette série. Et le premier qui a 4 défaites descend. Les 2 équipes vont se retrouver à Caen, cette fois-ci, vendredi et samedi prochain. Un ouvrage historique qui interroge l'histoire. C'est un roman sur fond de guerre d'Indochine. Son auteur est de Caen, il s'appelle Franck Lanaud. Et l'un de ses inspirateurs est virois. Il y fut longtemps médecin, mais sa vocation avait commencé très tôt. Rémi Mauger avec Émilien David. Ils se connaissent un peu de longue date. Une génération les sépare. Jacques Gindray va sur ses 88 ans. Il était médecin militaire en Indochine. Il fut chirurgien à Dien Bien Phu, avant, pendant et après la bataille. Là, c'est vous, c'est là qu'on vous voit. C'est bien moi, oui. 60 ans après, il vient de rassembler son histoire. Et elle répond, bah oui, je sais. Elle aurait pu en rester là. Je devrais les connaître tous ces noms-là par cœur. Je les ai connus par cœur. Et puis maintenant, le temps s'en va. C'est pourtant bien de sa mémoire dont vient de se nourrir Franck Lanaud pour composer un roman. Une balle de Colt derrière l'oreille. À l'origine, l'héritage un peu maigre et très lourd d'un ancien d'Indochine. Un Colt 45 et une liste de noms. 11 noms mystérieux, auxquels viendra s'ajouter un autre, Boudarel. Boudarel, le traître. Qu'un type soit devenu communiste,
ma foi. Mais qu'il persécute dans la manie des détails. Parce que le docteur Gindré, comme beaucoup d'autres de ses camarades, est passé par les camps de prisonniers Viet Minh, et certains par le camp 113, dont le français Georges Boudarel fut l'un des tortionnaires les plus zélés avant de refaire sa vie comme professeur de philosophie dans une université parisienne. 20 ans après l'affaire Boudarel, qui n'eut pas vraiment lieu pour cause de prescription, le voici au cœur d'un roman policier historique. Et puis l'enquête devient une quête. Et là, le polar disparaît un peu au profit de ce qui est une quête sur l'histoire, sur la mémoire, sur l'amitié aussi. Une gageure de la part de ce prof de lettres dont le narrateur avoue peu goûter les militaires. Trop de mâchoires, pas assez de cervelle. Mais qui, dans un livre sans concession sur la condition humaine, se fait malgré tout le porte-parole d'une grande histoire de fraternité. Il m'a légué son histoire, instillée dans la grande histoire de son siècle, et il m'a demandé de me mettre au travail. Un colt et un carnet, tout est dit. La parole est l'outil, les mots et la chose, la matière et l'esprit, l'encre et le feu. Alors qui sont les 11 des justiciers revenus de leur voyage au bout de l'enfer, au bout de la nuit? Et ce voyage, faut-il le refaire aujourd'hui pour comprendre? C'est un livre sur les héros et les salauds? Sur les hommes. Dans le Perche, à la frontière de l'Orne, un jeune peintre vient d'investir un atelier. À 21 ans, Rémi Planche est un autodidacte. Ses visages d'hommes âgés, peints sur d'immenses toiles, rencontrent un gros succès, notamment auprès des galéristes parisiens. Et il expose jusqu'au 28 février à la Galerie, à Mortagne-au-Perche. Nicolas Corbar et Karine Lepinter. Une peinture faite de caresses et de griffures. Dans son atelier au cœur du Perche, Rémi Planche, seulement 21 ans, façonne ses visages gigantesques avec une exigence de maître. Une fois que le dessin est fixé, je viens déposer un mélange d'encre et d'acrylique, donc ce qui donne le fond et on va dire l'ambiance du tableau. Généralement pour un tableau comme ça, même je travaille jour, nuit, jour, jusqu'à temps que le tableau soit fini, pour être toujours dans la même ambiance, avec la même énergie, quoi. Licence d'histoire en poche, le jeune homme a décidé de se consacrer à la peinture. Rémi Planche n'a jamais pris de cours et a découvert son talent très tôt. À l'âge de 10 ans, j'ai rencontré un peintre russe qui s'appelle Féodor Tamarsky. Donc, son travail m'a beaucoup séduit, notamment la force qu'il y avait dans son boulot. Et puis donc ça m'a donné envie d'en faire mon métier. Et le jeune artiste parvient déjà à vivre de sa peinture. Il expose partout en France et bientôt en Belgique et en Allemagne. Dans ses tableaux, toujours la même obsession, des corps à l'épreuve et des visages sombres d'hommes âgés au regard hypnotique. J'essaye vraiment de marquer les esprits, les gens avec un regard fort, souvent perçant, un regard clair souvent, pour aller le plus possible dans l'émotion. Là, c'est un miroir où chacun y voit sa propre vie. Les tableaux de Rémi Planche sont exposés à la galerie de Mortagne-au-Perche jusqu'au 28 février. Je vous rappelle le principal titre de cette édition, un nouvel épisode dans le feuilleton des abattoirs industriels de la Manche. Les salariés sont aujourd'hui, en ce moment, à côté de Saint-Lô, au siège de la coopérative Quimp 50. Le directeur de cette coopérative doit recevoir une délégation des salariés aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez l'info ce soir avec le 19-20 présenté par Guénaël Louis. Le Grand Soir 3, ce sera avec Franck Beignet pour la page régionale à 22h25. Et je vous donne rendez-vous demain à midi pour un nouveau numéro du 12-13. Belle journée à vous et à demain.